Bien, messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence en cette belle journée, d'été. Avant d'ouvrir officiellement le conseil municipal, je voudrais auparavant que nous puissions accueillir des amis. Que nous puissions accueillir des amis qui sont présents à Blanquefort aujourd'hui. Je voudrais que l'on accueille monsieur Théophile Bendre, le maire de Boala, ainsi que son directeur général des services. Alors le hasard a bien fait les choses, puisque la seule journée que vous avez réussi dans votre agenda à passer sur Blanquefort voulait que c'était prévu que nous ayons un conseil municipal. Donc ça nous permet effectivement que vous puissiez rencontrer tout le monde, et ça c'est quelque chose qui est très 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 agréable. J'en profite bien sûr pour faire un énorme salut aux amis de Boala, à l'association les Amis de Boala, parce qu'il y a des liens depuis longtemps maintenant, on ne va pas dire les années. Hein, ouais, oui, ça commence, hein, depuis 12 ans. Depuis 12 ans, effectivement, entre les deux. Et voilà, on a pu aussi participer à notre façon à ce travail qui est fait en étroite collaboration. Monsieur le maire, si vous souhaitez prendre la parole, ce sera avec un grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Madame le maire. Et merci à l'ensemble des élus. Avec votre permission, Madame le maire, je voudrais qu'on observe 1 minute de silence en la mémoire de Delphine, parce que nous venons tout de suite d'apprendre la mauvaise nouvelle, et si vous le permettez... Excusez-moi, monsieur le maire, oui. Tout le monde ne le sait pas encore, je comptais l'annoncer après. Excusez-moi, monsieur le maire, ça va être compliqué pour un certain nombre d'entre nous. Toutes mes excuses, je vous en prie, mais la minute de silence est bien évidemment prévue. Merci, Madame le maire. Alors, permettez-moi avant tout propos, de saluer Madame le maire et l'ensemble des élus ici présents, bien sûr pour les actions et l'appui en faveur du développement de Boala, et vraiment soyez-en remerciés. Et merci encore pour l'honneur qui nous est offert ce soir d'assister, de prendre part à votre conseil municipal, et nous en sommes vraiment très honorés et très fiers. Je pense que le directeur général des services de Boala ne dira pas le contraire. Je profite de le présenter, Aristide Dombois. Et je crois que je vais m'arrêter là, vraiment, et vous souhaiter une très bonne session, et vive l'amitié. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, effectivement, toujours avant d'ouvrir ce conseil, après l'aspect très amical et très, très joyeux, quelque chose de beaucoup plus triste, il était prévu que nous commencions le conseil par le rapport de l'ABC au conseil municipal. Et on va le décaler à notre conseil municipal parce que quelqu'un que nous connaissons bien, Delphine Auriol, qui s'est battue longtemps contre une grave maladie, nous a malheureusement quittés ce week-end. Delphine, c'était quelqu'un de très 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 engagé pour la ville. Elle était secrétaire de l'ABC, membre du bureau, donc vous comprenez bien qu'il était hors de question de demander effectivement au bureau dès aujourd'hui de venir faire le rapport. Delphine, c'était quelqu'un qui... Enfin moi, je pense que je vais garder d'elle comme souvenir quelqu'un qui avait toujours le sourire, y compris ces derniers mois et ces dernières semaines où elle était particulièrement fatiguée, et qui était en capacité, quand elle n'allait pas, de parler des autres, de parler aux autres, mais surtout de parler des autres, et pas de parler de soi. Je pense que Delphine est l'image même de ce que l'on peut attendre d'un engagement citoyen, d'un engagement totalement désintéressé et d'un don de soi. En hommage à sa personne et à ce qu'elle représente, je vais vous demander d'observer 1 minute de silence. Donc sur ce conseil, j'ai pas particulièrement d'annonce avant conseil comme j'ai l'habitude de le faire. Je ne parlerai pas, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, de Ford, parce que j'ai rien de plus à vous dire que ce que je vous ai dit la dernière fois, si ce n'est que les négociations continuent, qu'elles sont dures et qu'elles ne sont pas terminées. Bon, donc il n'y a pas d'annonce, particulière à faire à ce sujet. Je vais donc demander à monsieur Pierre Laborde de bien vouloir être secrétaire de séance.
et de noter les pouvoirs de Madame Lacossade à Monsieur Laborde, de Monsieur Penel à Monsieur Paddy, de Madame César Brunet à Monsieur Blanc, de Madame Maillet à moi-même, jusqu'à ce que Madame Maillet peut-être éventuellement puisse nous rejoindre, de Madame Lamotte à Monsieur Jauvert, de Monsieur Fashion à Monsieur Sibrac. Donc et Madame Gauthier à Madame Castin, c'est celui-là qui nous manque, vous nous le ferez passer après. Donc pas de souci, on le note et vous nous faites passer le papier après, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, pour commencer, nous avons le compte-rendu du conseil municipal du mois d'avril dernier. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou des remarques à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Très bien, je vous remercie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec plusieurs rapports sur nos délégations de services publics. Effectivement, pour commencer, nous en avons deux délégations de services publics. D'abord celle du centre équestre et celle du cinéma. Je vais commencer d'abord par dire quelques mots sur celle sur le centre équestre. Rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire, par rapport à l'année dernière. C'est une association qui tient le coup, pour qui financièrement ça n'est pas simple. On a constaté qu'effectivement on avait plutôt eu une baisse d'adhérents, mais les organisations des concours continuent, tout le travail qui est fait autour des différents galops continue sans aucun problème. Il y avait eu à un moment donné une rupture de lien avec le lycée agricole. Maintenant, c'est quelque chose qui est en train de se remettre en place. C'est-à-dire que, en gros, les grands éléments de service public que nous avions marqués dans le contrat de service public pour la délégation sont globalement respectés. Après que financièrement ce soit pas simple, c'est bien évidemment pas un scoop pour ce genre d'activité. On l'avait déjà vu effectivement l'année dernière avec une cavalerie à entretenir. Ce sont des êtres vivants, forcément ça coûte cher, la nourriture, le vétérinaire, surtout quand ce sont des animaux vieillissants, etc. etc. Mais pour l'instant c'est quelque chose qui tient le coup et qui permet à des jeunes, qui permet aussi à des moins jeunes, qui permet à des personnes handicapées, ils travaillent pas mal également là-dessus, de pouvoir réaliser ce sport qui est un sport difficile au point de vue accessibilité financière, parce que par définition c'est quelque chose qui coûte, et le fait d'en avoir fait une délégation de service public permet d'avoir des tarifs relativement accessible. Alors tout est relatif quand on parle d'accessibilité tarifaire, mais c'était vraiment l'objet de cette idée de DSP. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire sur ce rapport. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer là-dessus? Madame Lacostera. Voilà. Bonsoir à tous. Je voulais juste, c'est pas technique, mais j'ai eu la chance d'assister en tant qu'adhérent, comme d'habitude, à la fête du club dimanche. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne dynamique. Il y a un bureau qui a été réélu récemment, qui est très motivé, et je pense que c'est très positif pour le club. Donc je pense qu'on est bien parti. À suivre, effectivement, tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Pas particulièrement. Alors, je rappelle que sur le rapport, il n'y a pas de vote. Voilà, on porte à connaissance. Et nous avons une deuxième délégation de service public, celle sur le cinéma. La parole est à Monsieur Brett. Alors, une DSP qui se passe aussi très très bien, c'est la DSP qui nous permet de gérer le cinéma. Un rapport, je vais vous présenter rapidement le rapport de l'année 2018, qui a été une très très belle année pour le cinéma de Blanquefort, puisqu'on est à 34 712 entrées, ce qui est supérieur aux années précédentes, de 2017 où on était à 28 000 et 2016 où on était à 30 000 entrées. Donc une très belle année malgré une baisse au niveau national, une baisse de 4% sur l'ensemble des exploitations de cinéma sur le territoire. Donc sur Blanquefort, cette hausse se concrétise par un supplément de 5 943 spectateurs en plus en 2018. Donc on a une très belle année 2018 en termes uniquement pour le moment de statistiques. Insister peut-être aussi sur toute la partie jeune public que le cinéma des colonnes développe.
On a eu en 2018 4879 scolaires qui sont venus au cours de 66 séances. Ces séances, elles sont soit des séances qui s'inscrivent dans les dispositifs nationaux, un collège, cinéma au collège, etc., cinéma à l'école. Tous les dispositifs nationaux sont représentés sur Blanquefort, mais il y a aussi de plus en plus des demandes d'établissements scolaires qui souhaitent venir sur tel ou tel film. Et donc le cinéma gère ces demandes de plus en plus. Voilà, peut-être un mot aussi sur les partenariats, mais ça vous devez le voir aussi, tous les partenariats que le cinéma développe avec de nombreuses associations blanquefortaises. Je ne vais peut-être pas tout les citer, mais il y a Blanquefort en transition qui travaille beaucoup avec le cinéma, Échange Nord-Sud, l'ABC bien sûr, l'association La Passerelle. Il y a eu récemment aussi une séance avec les ouvriers de Ford en lutte de Blanquefort. Il y a pas mal d'événements, médiations, animations qui sont proposés et le cinéma des colonnes souhaite développer ce type d'intervention. Bilan financier plutôt bien, puisqu'on a un excédent de 3300 euros. En termes de billetterie, vous avez le dossier, dans le dossier, vous avez l'ensemble des chiffres du budget. On a 147 070 euros de billetterie, donc ce qui est plutôt bien. Sur les besoins de 2019, le délégataire nous a fait part d'un certain nombre de demandes d'équipement des salles, choses qui ont été faites au cours des 6 premiers mois, notamment la climatisation qui a été faite, qui a occasionné la fermeture du cinéma pendant tout le mois de mai dernier. Malgré cette fermeture de 1 mois, sur les 6 premiers mois de l'année 2019, on a une augmentation de presque 3% par rapport à 2018. Donc j'ai additionné les chiffres mois par mois, de janvier à juin. On est à 16 614 entrées sur ces 6 premiers mois, excepté le mois de mai où il n'y a eu aucune entrée. Donc malgré cette fermeture, on est supérieur en termes d'entrée à 2018. Voilà en termes d'éléments quantitatifs et qualitatifs, ce qu'on peut dire sur ce rapport. Et moi j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe du cinéma qui est toujours réactive lorsqu'il y a des demandes associatives et qui gère bien ce cinéma et qui en fait un lieu agréable à venir voir le film. Donc je vous invite vraiment à y aller. Je dis ça parce que j'y étais hier soir, il faisait très très chaud à Blanquefort comme ailleurs, et la salle était hyper agréable hier pour voir le dernier film d'Almodovar que je vous invite à aller voir. Voilà, profitez-en, il y a la canicule, mais il y a la clim, allez donc au cinéma. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole à ce sujet? Monsieur Faragnon? Oui, juste quelques mots pour souligner peut-être les bons résultats dans un contexte national qui n'était pas forcément extraordinaire en 2018, puisque au niveau national, la baisse de la fréquentation des cinémas était de l'ordre de 4,25% environ, alors que jusqu'à présent, elle avait plutôt tendance à être en augmentation. Alors il y a différentes explications à tout ça, bien sûr, et le contexte notamment social qu'on a vécu l'année dernière avec les grandes grèves et avec le mouvement des Gilets jaunes, mais pas que. Les grands distributeurs n'ont pas non plus forcément aidé beaucoup à la préservation du nombre de spectateurs. Alors, souligner aussi le fait que c'est difficile aujourd'hui dans les villes moyennes et dans des villes de notre taille de préserver un cinéma, dans la mesure où le système de distribution du cinéma n'est pas conçu forcément pour faciliter la tâche des gestionnaires, et notamment l'accès aux films aux grandes distributions internationales, dans des délais qui nous permettent de concurrencer les multiplexes. Et nous savons ici qu'à Blanquefort, on est dans une situation un peu particulière, parce qu'on est entouré de multiplexes, et donc effectivement, ces résultats sont d'autant plus importants qu'ils sont effectivement dans un contexte de concurrence extrêmement forte par rapport à ces grands équipements. Ce cinéma aussi soulignait le fait que c'est un cinéma d'arrêt d'essai. Les cinémas d'arrêt d'essai en France, il n'y en a plus beaucoup. Donc le fait que nous puissions préserver cet accès du cinéma, non pas uniquement aux grands films qui sont produits avec des moyens exceptionnels, mais aussi à des
films peut-être qui sortent des réseaux habituels de la distribution et qui sont essentiels à la construction à la fois des enfants et de nous-mêmes, puisque le cinéma n'est pas seulement une détente, mais c'est aussi une possibilité de nous aider à décoder les images. Et dans ce monde où les médias sociaux sont extrêmement importants, finalement l'apprentissage du décodage au niveau de nos enfants, de ce qu'ils vont lire, voir ou entendre à travers les médias, c'est quand même un élément assez important. Je terminerai juste en disant aussi que si on a sauvé ce cinéma, c'est parce que je pense qu'on a fait les bons choix avec la délégation de service public. Je pense que c'est parce qu'on a affaire à des professionnels. Je pense aussi qu'il y a quelques années, avec nos voisins des communes environnantes, nous avons mené un combat contre l'installation de nouveaux multiplexes. Que ce combat, il a été gagné à l'époque, il est toujours menaçant, il y a toujours des projets autour de nous. Et donc, en fait, bon, il faut quand même souligner qu'on va continuer d'évoluer dans ce contexte un peu particulier. Et je pense que si on a réussi à sauver le cinéma, c'est surtout aussi et avant tout parce que les Blanquefortais et les Blanquefortaises se sont mobilisés. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, juste effectivement pour conclure là-dessus. On voit vraiment, je trouve, la différence entre là le cinéma de proximité, effectivement, des multiplexes, non seulement dans le type de programmation, mais également dans le financement qui va derrière, puisque je vous rappelle qu'il y a une compensation de services publics, on l'a bien dans le budget bien sûr, une compensation de services publics de l'ordre de 50 000 €, puisque forcément ce que l'on demande, c'est pas quelque chose qui rapporte. En tout cas, c'est un cinéma de proximité qui tourne, donc on va croiser les doigts que ça puisse continuer, parce que c'est vrai que c'est tout à fait positif. Délibération suivante. Alors, j'ai la lourde tâche de vous annoncer que la commission consultative des services publics locaux s'est bien réunie comme l'exige la loi et qu'elle a examiné au mois de juin les 2 rapports d'activité qui vous ont été présentés ce soir. Voilà, ça c'est la délibération suivante. En fait, je n'ai rien de plus à dire. Concrètement, sur le fond, est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Et toujours pour rester sur ces délégations de services publics, je vous rappelle que nous votons les tarifs en conseil municipal de nos DSP, on l'a déjà fait pour le cinéma. C'est donc le tour du centre équestre. Vous avez les tarifs joints à la délibération, il n'y a pas de changement notable par rapport aux tarifs que nous avions votés l'année dernière à la même époque. Des demandes d'intervention? Est-ce que je peux le considérer comme étant adopté à l'unanimité? Très bien, je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Laborde pour la révision des autorisations de programme et crédits de paiement. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bon, le Code général des collectivités locales offre la possibilité de réviser les autorisations de programme et les crédits de paiement en cours. Ceci afin de faire coïncider les budgets qui ont été votés et les budgets qui ont été réalisés en réalité. La révision proposée ce jour concerne la vacherie, plus exactement la maison de l'éleveur et la petite bergerie. Bon, en effet, nous avons dû faire face à quelques événements surprises. Bon, il était prévu que la petite bergerie fasse appel à 2 lycées, aux élèves plutôt, de 2 lycées de la commune, et puis ça n'a pas pu être réalisé pour des raisons administratives. Il y a eu des études de sol complémentaires qui ont dû être faites, et puis il y a aussi, il faut le dire, une sous-estimation du maître d'œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle nous proposons de porter le montant des crédits de paiement à 2 470 000 €, c'est-à-dire une augmentation de 80 000 € par rapport à ce qui était prévu. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je vous en prie, Monsieur Sibrac. Oui, Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Sur cette délibération, nous voterons contre, puisque tout d'abord 80 000 €, Monsieur Laborde présente ça comme si c'était absolument indolore, c'est quand même 80 000 €. Il s'agit donc de la bergerie, de la petite bergerie et de la maison du berger. Vous connaissez notre position sur le sujet, et donc nous voterons contre. Et encore une fois, nous dénonçons ces augmentations ou ces budgets finalement qui dépassent de 10 à 15% les budgets annoncés lors des projets initiaux. Et donc voilà, nous aurons cette position de voter contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame Duro. Mes chers collègues, bonsoir. Bon,
je vais parler un petit peu de la vacherie et donc de cette augmentation, puis je vais un petit peu en règle générale aussi. 80 000 €, oui, ça fait mal. Alors, était-ce prévisible? Je dirais oui et non. Un projet de cette envergure qui date depuis une dizaine d'années, un peu utopique dans son concept, à une époque où l'idée de ferme urbaine n'était pas encore vue comme une stratégie de développement des territoires, a dû être évaluée. Les principales causes, on les connaît, contraintes techniques, la réglementation, l'évolution des cahiers des charges et l'inflation des coûts de construction difficilement maîtrisables sur une longue période. Mais là où j'attire l'attention, c'est la sous-évaluation des coûts des maîtres d'œuvre, parfois volontaires pour remporter des marchés publics, ce qui réévalue le coût en cours de route. Toutes les collectivités se retrouvent confrontées à ce problème. Il n'y a pas qu'ici. La réglementation des marchés publics favorise une poignée d'entreprises qui se partagent le gâteau, en instituant ainsi une fausse concurrence entre elles. Elles vivent grassement de l'argent public, donc du nôtre. L'État a sa responsabilité, et tant que celui-ci ne changera pas les règles permettant l'ouverture à une véritable concurrence, les collectivités seront prises en otage. Maintenant, je voudrais conclure sur ce bien fondé d'un tel projet qu'on connaît, la réhabilitation du bâti datant du 19e siècle et des dépendances, la préservation d'un site exceptionnel arraché aux mains des promoteurs, qui assure des fonctions différentes, une fonction paysagère écologique, une fonction récréative culturelle, une fonction sociale et une fonction économique et alimentaire avec l'installation de la bergerie. Faut-il construire la maison du berger et sa bergerie sur site? Oui. D'abord parce qu'il est inconcevable de séparer les moutons de son berger. Ils sont indissociables. C'est le principe même d'élevage et de toute ferme. Et on voit mal un agriculteur habiter loin de ses champs et un éleveur loin de ses bêtes. Puis, si ce n'est même pas le but, cela permettra aussi d'avoir une présence sur site pour éviter des intrusions malveillantes qui malheureusement existent. Voilà. Alors même si je déplore ce surcoût, je ne regrette pas ce projet adopté par les Blanquefortais et les métropolitains. Puis je rappelle pour mémoire que ce projet est passé d'un projet communal à un enjeu communal à un enjeu métropolitain. Et je rappellerai, je citerai Alain Juppé, qui disait en visitant le site, eh bien, nous mangerons bientôt du fromage à Blanquefort. Eh bien, c'est fait. Merci, Monsieur Faragnon. Je ne reviendrai pas moi sur le contenu, mais juste insister sur ce qui a été dit, sur la difficulté aujourd'hui des collectivités, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur nature de responsabilité et de compétence, la difficulté qu'elles rencontrent à définir en début d'un projet des autorisations de programme et d'alimenter les crédits de paiement au fur et à mesure de la réalisation des programmes. Aujourd'hui, je ne connais pas, et dans toute ma carrière où j'ai traité des dossiers d'investissement public, je n'ai jamais connu un chantier qui ne dérapait pas au niveau des délais. Je n'ai jamais connu un chantier qui ne dérapait pas au niveau des coûts. Je n'ai jamais connu un chantier qui ne dérapait pas au niveau des difficultés techniques rencontrées au cours du chantier. Alors j'ai aussi rencontré à plusieurs reprises des professionnels des travaux publics qui tous ont de bonnes raisons à nous mettre en avant, nous les collectivités, sur la réalité de leurs coûts, c'est-à-dire l'augmentation des coûts de l'énergie. Ils ont des engins qui consomment beaucoup et on le sait, ça rentre en ligne de compte. La difficulté qu'ils ont dans les techniques de réalisation, ils se trouvent confrontés parfois à des nécessités d'innovation technique, on le sait, mais aussi le prix des matériaux, etc. Et puis, à certains moments aussi, les coûts salariaux. Et donc, forcément, tout ça est mis en avant régulièrement en face des collectivités. Il n'empêche qu'on a quand même cette réalité, au moment où on définit un projet et au moment où il se termine, le plus souvent, quelle que soit sa taille, c'est entre 3, 4 et 10 ans de retard pris dans les travaux en fonction de la taille du projet. Autour de nous, on en a vu des petits dans les communes, ici dans la commune, dans les communes environnantes.
on a vu au niveau de la métropole des grands projets qui ont dérapé sur les délais. Ça a été le cas de la grande salle de spectacle de Bordeaux, où au départ il y avait un contexte très particulier, un projet qui était entièrement financé par le secteur privé en compensation de l'apport des terrains par le secteur public. Et puis la crise économique est tombée à ce moment-là, la crise financière, et l'entreprise interlocuteur a renoncé. Du coup, il a fallu changer le fusil d'épaule, et une salle qui devait coûter 50 millions d'euros, elle en coûte 70 et des poussières. La Cité du Vin, superbe équipement, superbe réalisation, elle était annoncée un certain coût au départ, de l'ordre de 70 millions, et elle termine à 81 millions. Et tout le monde se reconnaît que l'équipement est merveilleux, sauf que la difficulté technique du choix du projet architectural a causé des surcoûts et des retards. Je ne parlerai pas du grand stade, on parle du pont qui va se réaliser, le pont Simone Veil, boum, on découvre au niveau des entreprises qu'il y avait quand même une grossière erreur technique. On essaye de remettre ça sur le dos des collectivités en disant négligence des ingénieurs de la communauté urbaine. Enfin, chacun son métier. On est une entreprise, on répond à un appel d'offres, on prend des engagements. Si on rencontre une difficulté technique, on l'assume, ce qui n'est pas souvent non plus le cas. Et là, voilà, encore un projet qui est en train de déraper. Bon, pour terminer sur une note un peu humoristique, mais l'État ne fait pas mieux. Hein. L'État ne fait pas mieux. C'est une goutte d'eau, tous ces dérapages, à côté des 2,7 milliards d'euros que va coûter, ou qu'a coûté le Palais de justice de Paris, soit environ, depuis le projet initial, 4 fois le coût qui avait été déterminé. Et j'ai eu l'occasion de suivre une partie de ce chantier. C'était quand même des beaux dérapages. Voilà, je voulais juste préciser. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? Je vous en prie, Monsieur Sibrac. Non, juste pour, suite à l'intervention de Mme Dureau, nous avons, pour ce qui concerne notre groupe, toujours été favorables à tout ce qui est rénovation, réhabilitation du patrimoine historique. Donc je rappelle que nous avions voté, il me semble même que Mme Dureau était encore dans nos rangs à l'époque, nous avions voté pour la délibération qui s'agissait de la rénovation de la vacherie. Là nous parlons de la construction de la maison du berger et la bergerie, et on ne va pas recommencer là-dessus, mais nous expliquer que le troupeau sans son berger serait absolument dans une déshérence absolue, c'est nous faire rire. Je répète que la plupart du troupeau se trouve au chemin de la Barre à 7 km. Donc soit monsieur le berger vit actuellement là-bas, soit il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais à chaque fois on revient là-dessus et on nous expliquait que c'est absolument terrible pour ces agneaux. Ça fait 3 ans que la vacherie fonctionne comme ça. Donc dites qu'il faut une maison pour le berger parce que vous le voulez, mais nous expliquer que c'est une condition de vie ou de mort du troupeau, c'est se moquer du monde. D'autres demandes d'intervention? Donc juste quelques mots pour conclure. Ça ne fait jamais plaisir d'augmenter l'autorisation de programme. Alors jamais. Ça c'est clair. Après, je rejoins un petit peu ce qui a été dit précédemment. Je ne connais pas beaucoup de chantiers où il n'y a pas un dépassement ces derniers temps qui devient absolument incroyable. Ça interroge. Mais alors, si on prend, enfin, ça marche pour le bâtiment, mais ça marche aussi pour la voirie. Enfin, ça marche à peu près, ça marche à peu près pour tout. Ça interroge. Une chose pour moi qui est certaine, c'est que l'autorisation de programme, on ne demande pas une rallonge de 80 000 euros parce qu'on a changé le programme dès le départ. On avait effectivement le projet de construire la maison de l'éleveur et la petite bergerie, parce que le projet de la vacherie n'est pas qu'un projet de réhabilitation historique, mais est également un projet d'implantation d'un éleveur sur place. Personnellement, je ne suis pas bergère, je n'ai pas les compétences, ça ne joue pas. Je joue pas là-dessus, mais c'était bien évidemment quelque chose qui était prévu depuis le départ. Ça a pris du retard dans sa construction. Donc en fait, ça aurait déjà dû être fait, concrètement parlant. Ça a pris du retard dans sa construction. Et le troupeau n'est pas mort, le berger n'est pas mort, donc tout le monde va bien, c'est parfait. Mais enfin, il nous fait part quand même assez régulièrement des difficultés d'exploitation agricole. On est ici dans une exploitation, tout bêtement, hein, des difficultés d'exploitation agricole. Et je rappelle, bien évidemment, parce que comme le dossier est vieux, parfois on peut avoir oublié effectivement ce qui s'est dit avant, qu'on ne fait pas un cadeau de la maison ou de la petite bergerie. La petite bergerie, elle va servir sur toutes les, alors comment on va dire ça, les brebis qui vont agnelées, ouais.
agnellées, oui c'est ça. Les brebis qui vont agneller, qui sont, la plupart elles agnellent toutes seules comme des grandes, et il y en a, faut les aider un peu, elles sont malades, elles sont ci, elles sont là. Donc bref, ce sont vraiment pour des animaux tout à fait, particuliers à un moment particulier. Et ça n'est pas un cadeau, puisque le bail rural environnemental qui a été signé avec le berger, aujourd'hui, comprend donc une certaine partie, et pas ça, évidemment, c'était pas construit, donc on n'allait pas le mettre dedans, mais que, bien évidemment, ceci sera loué au berger, l'un comme l'autre, puisque cela fera partie de son exploitation. Ça, c'est pour mémoire, parce que ça fait quand même maintenant quelques années qu'on en parle. Bien, je pense que tout le monde a pu intervenir. Je peux mettre donc cette délibération aux voix. Donc, votre contre. Abstention. Vote pour. Je vous remercie. Monsieur Laborde, je vous repasse la parole pour que vous nous parliez de carburant, s'il vous plaît. Avec plaisir. Le marché en cours d'exécution arrive à son terme au mois d'août 2019. Donc la ville de Blanquefort a décidé de relancer le marché pour l'approvisionnement en carburant des véhicules de la ville, avec enlèvement au moyen de cartes accréditives. Le marché est annoncé pour un montant compris entre 30 000 € hors taxes par an et 95 000 € hors taxes, donc tout carburant confondu. L'accord cadre est conclu pour une durée initiale de 1 an qui peut être reconduit pour une durée maximale de 4 ans. Bon, c'est l'entreprise Total Marketing France qui a emporté le marché avec un approvisionnement en station de 37 893 € et des poussières. Les rabais contractuels consentis par type de carburant sont fixés dans l'acte d'engagement. Et la facturation proposée par le candidat pour les cartes accréditives est de 23 € hors taxe par carte et par an. Il vous est donc proposé, conformément à la décision de la commission d'achat, d'attribuer l'accord cadre ci-avant à l'entreprise et d'autoriser Madame le maire à signer le dit accord cadre. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Bon, c'est très technique. Ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Ah oui, alors un peu technique aussi. Bien évidemment, notre comptabilité est contrôlée effectivement par l'État. Et l'État souhaite maintenant faire des contrôles allégés sur certaines communes sur la comptabilité à partir du moment où les tests qu'ils ont fait, l'audit, pas les tests, l'audit qu'ils ont effectué sur la comptabilité est un audit tout à fait favorable. La ville de Blanquefort a donc été auditée à ce sujet sur les questions des mandatements, etc., etc. Et comme il y a eu un avis favorable, la présente délibération vous propose une convention donc entre la ville et l'État pour une durée de 3 ans. Une convention qui va faire en sorte qu'au lieu qu'il y ait des contrôles systématiques, en gros, comme on est bon élève, c'est la fin de l'année, on peut se le permettre. Comme on est bon élève, on aura des contrôles beaucoup plus aléatoires parce qu'on estime que la prise de risque sur Blanquefort est particulièrement faible. Donc, convention à partir du 8 juillet sur 3 ans. Et si l'un ou l'autre, c'est-à-dire l'État ou nous-mêmes, estimons qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe mal, on peut rompre la convention à ce moment-là. Voilà la délibération résumée. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Madame Duro, je vous en prie. Oui, non, juste que cette convention vient confirmer la saine gestion de la ville et me conforte dans son analyse sur les finances de la ville et de mes votes concernant le budget. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je peux mettre cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Monsieur Laborde, je vous repasse la parole pour un protocole transactionnel avec Bordeaux Métropole sur le centre-ville, s'il vous plaît. Bien, par délibération du 28 juin 2010, la ville de Blanquefort a décidé la constitution d'un groupement de commandes avec la communauté urbaine de Bordeaux pour l'ensemble des marchés nécessaires à la mise en œuvre des travaux pour ce qu'on appelle le centre-ville. La loi MAPTAM de 2014 a modifié la répartition des compétences entre Bordeaux Métropole et les communes membres de la métropole. Un avenant portant modification de la convention constitutive du groupement de commandes de la ville de Blanquefort a été prise par délibération du conseil municipal en avril 2016. Cependant, excusez-moi, Bordeaux Métropole n'a pas pris de délibération en ce sens.
Donc, c'est l'idée du projet de protocole transactionnel qui prévoit donc que la commune et Bordeaux Métropole liquident définitivement les dettes que la ville doit à Bordeaux Métropole et qui s'élèvent à 39 478,08 € TTC. Il vous est donc proposé de conclure une transaction légale, évidemment, avec Bordeaux Métropole en vue du versement de la somme qui reste à devoir et d'autoriser Madame le maire à signer le protocole transactionnel joint en annexe. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Bon, c'est hyper technique, c'est un échange entre les deux, mais ça ne change rien à ce qui est fait et ce qui sera fait, concrètement parlant. Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité? Très bien, je vous remercie. Délibération suivante. Ah, on va demander de l'argent. La délibération suivante propose de solliciter ce qu'on appelle le Fonds départemental d'équipement des communes. Fonds départemental d'équipement des communes, c'est une somme que le département alloue à des communes, mais pour travailler effectivement sur ces équipements de la ville. Il nous le propose chaque année. Je tiens à souligner la chance que nous ayons un département, la Gironde, qui est en capacité encore effectivement de nous proposer cette aide, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait facultatif par rapport aux compétences obligatoires du département. Donc là, il rentre tout à fait dans le facultatif. Et on a l'habitude, bien évidemment, lorsqu'on demande cette subvention, de l'attribuer à des travaux d'équipement, règle générale, en direction des jeunes, c'est-à-dire en direction des écoles. Donc il nous est proposé cette année de demander la subvention pour pouvoir financer une partie des travaux sur la Rhénée. Montant des travaux sur le groupe scolaire de la Rhénée, où on sera à 47 522 € et on devrait normalement, si tout se passe bien, avoir une subvention de l'ordre de 32 000 €, donc ce qui nous fera quand même un bon pourcentage. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Nous avons lancé un appel à projet, monsieur Jean-Marie Delus, toutes et toutes acteurs. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, alors, par rapport, nous avons adopté lors du dernier conseil municipal l'acte 2 de l'agenda 21, toutes et tous acteurs. Il était prévu de lancer un appel à projet dans ce cadre-là, en ayant des projets individuels ou collectifs qui répondent à l'un des 3 défis, à l'un ou plusieurs défis. 10 projets ont été présentés. Une commission, un jury s'est réuni composé d'élus et de techniciens le 7 mai. Il a retenu parmi les 10 projets, 5 projets qu'on a présentés au vote des citoyens. Le Marre du plastique qui était porté par l'ABC, santé environnementale en crèche porté par la crèche Suspousse, la caravane des possibles portée par un collectif de citoyens, de jeunes citoyens je dirais même, des arbres à partager portés par le collectif Blanquefort en transition, et projet Vivre Ensemble par la Fondation d'Auteuil. 505 personnes se sont prononcées, soit par Internet, soit par dépôt de bulletins dans des urnes. Les 3 lauréats à l'appel à projet sont donc par ordre décroissant suite au vote. Le projet Santé environnementale en crèche porté par la crèche Suspousse, avec une subvention de 725 € demandée. Le projet Arbre à partager porté par le collectif Blanquefort en transition, 178 votes, avec une subvention de 500 € demandée, qui sera versée à une personne qui représente le collectif. Projet Vivre Ensemble, porté par la Fondation d'Auteuil, et une subvention de 820 €. Donc voilà, je vous demande d'accorder les subventions aux 3 projets retenus, tels qu'on l'avait défini dans le règlement. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 3 projets qui pouvaient être retenus. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Sibrac, je vous en prie. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Madame le maire, d'avoir permis à un de membres de notre groupe de participer à ce jury. Ça, c'est la première des choses. Quand on nous invite à participer à des jurys ou à des commissions, nous y sommes sensibles et nous essayons d'assumer nos responsabilités. Ce projet, il est sur le principe intéressant. Je l'avais expliqué ou exprimé lors du conseil municipal précédent. Il est symbolique. Il est symbolique et
ce que l'on peut regretter, alors nous voterons pour bien évidemment, mais ce que l'on peut regretter, c'est que l'ensemble du travail, de tout ce qui a été fait en termes de préparation, de dossiers, etc., a dû avoir quand même un coût qui, par rapport au résultat, et par rapport, oui, je dirais, à ce résultat symbolique. Voilà. Ce que nous regrettons, c'est la symbolique plutôt que quelque chose de beaucoup plus à la hauteur de la commune de Blanquefort, au travers de budgets participatifs, mais nous étions déjà exprimés là-dessus. Je vous remercie. Si, Madame Fredway. Ça marche. Bon, bonsoir à tous. J'ai pas trop l'habitude de prendre la parole, mais moi j'étais ravie de cette initiative. Voilà, et je trouve que dans le délai imparti, quand même, il y a eu pas mal de gens qui ont répondu et d'univers ou d'horizons différents. Donc, on avait quand même un panel intéressant. Et donc, si cette opération est reconduite, ce que je souhaite, peut-être avec plus d'ambition, mais pas forcément financièrement, mais au moins pour pouvoir toucher les gens, parce que ce qui compte, c'est quand même aussi l'engagement, et l'engagement derrière n'est pas forcément la carotte financière, quoi. Les gens peuvent aussi s'engager par conviction, et c'est ce qu'on a ressenti aussi dans l'ensemble de ces projets. Donc moi, je suis ravie que les Blanquefortais continuent de s'engager sur cette voie, et puis qu'il y ait eu un vote. Je ne connaissais pas le nombre de votants, mais voilà, c'est tout à fait honorable. Donc voilà. Merci, Madame Duraud. Oui, moi, comme Monsieur Sibrac, je remercie d'avoir pu participer aussi au choix des 5 premiers projets. Et donc, bon, je trouve que pour une première implication, ben, c'est vrai, avec 505 votants, c'est déjà très bien. Effectivement, on part de petits. Maintenant, les Blanquefortais connaissent ce projet. Et je pense qu'en communiquant bien maintenant en amont, pour l'année prochaine, certaines personnes vont pouvoir un peu plus s'engager et un peu plus faire des projets un petit peu plus sur le fond et sur la forme un petit peu plus conséquents. Donc c'est vraiment déjà un premier pas, et ça, je trouve ça intéressant comme démarche. Et donc, bon, ce qui est important maintenant, c'est de bien faire connaître ce résultat, de bien communiquer, et déjà de préparer pour l'année prochaine de futurs projets, voilà, de demandes de futurs projets. Mais c'est très intéressant que la population, et notamment les Blanquefortais, puissent s'investir en termes de développement durable. Merci. Merci. D'autres demandes d'intervention? Donc, juste pour conclure, peut-être rappeler un petit peu le contenu des projets. Donc la crèche SUSPOUS travaille sur la question de la santé environnementale en crèche, c'est-à-dire sur l'élimination du plastique dans les crèches. Voilà, la subvention, elle va servir à ça. Des arbres à partager portés par le collectif Blanquefort en transition. Bon, mais là, vu le titre, c'est facile à comprendre. C'est effectivement la question de plantation d'arbres dans divers endroits de la commune. Et la Fondation Toteuil, projet Vivre Ensemble, est un projet, j'ai envie de dire, intergénérationnel, avec l'idée d'amener des jeunes gens d'Auteuil à visiter des personnes âgées isolées. Voilà. Donc, on est effectivement sur trois choses qui sont tout à fait différentes. Et je tiens à préciser que les deux autres projets qui ne sont pas arrivés en tête, puisqu'il y en avait 5, il en fallait 3. Donc, forcément, il y en a 2 qui ne sont pas rentrés dedans. Ils ne sont pas rentrés dans les 3, ça ne veut pas dire que les projets ne sont pas bons. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas effectivement les y remettre. Alors, quant à la question de petitesse, ambition, écoutez, moi, sur la valeur, j'ai l'impression qu'on répond à un besoin. Voilà, et que le besoin, effectivement, il est là. Si le besoin avait été plus gros, peut-être qu'effectivement, on l'aurait vu, et que par le travail que l'on peut faire en amont sur toute la vie associative, avec les têtes de réseau, avec les subventions qui existent déjà, notamment sur des projets spécifiques des associations, effectivement, on y répond. Donc là, c'est finalement quelque chose en plus. Mais je voudrais absolument pas que ceux qui ne sont pas arrivés en tête, on va pas faire école des fans, tout le monde a gagné, c'est pas le but du jeu, mais ceux qui ne sont pas arrivés en tête puissent repartir, parce que il y avait aussi des projets qui étaient très intéressants, et on peut tout à fait les faire sous une autre forme, mais on respecte la règle de l'appel à projet qui avait été lancé ici.
Et, pardon, juste pour information, pour terminer, les 3 lauréats se verront... comment je vais dire ça? Je cherche mes mots. Remettre un diplôme à la soirée des bénévoles qui va avoir lieu le 4 juillet. Voilà, comme ça me permet de donner également la date, puisque ça rentre effectivement tout à fait dans cet aspect-là. Ça me permet de rajouter ça. Je peux donc considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité. Merci à tous. Délibération suivante. L'APACOM, c'est une association des professionnels aquitains de la communication. En gros, c'est une association des professionnels de la communication, pour faire simple, qui permet à tous les professionnels de la communication de faire des échanges de pratiques, de se rencontrer, de faire des échanges de pratiques. Il vous est proposé, messieurs, dames, de pouvoir adhérer à cette association de manière à ce que nos professionnels puissent en bénéficier, sachant que la cotisation à cette association est de 125 €. Des demandes d'intervention? Je vous en prie, monsieur Sibray. Pardon, Madame le maire, en commission réunie, je n'ai pas réagi. Je sais que c'est une question de commission réunie, mais permettez-moi aujourd'hui de vous dire que je ne comprends pas bien ce que c'est que cette association. Alors même si c'est 125 €, je ne comprends pas bien concrètement à quoi ça sert pour une commune. Qui s'en sert? Voilà, je ne comprends pas. Donc... Alors, n'étant pas moi-même professionnel de la communication, je vais peut-être avoir une petite difficulté, mais j'ai quand même une très grosse idée là-dessus. Mais monsieur Zwizinski veut venir à mon aide, donc je lui passe la parole immédiatement. Je vais exhumer des souvenirs d'étudiants et parler de mon stage à l'APACOM lorsque j'étais en DUT de communication. Donc en fait, c'est un réseau de professionnels de la communication qui est très étendu. Hein. Ça, c'est pas seulement les professionnels de la communication des collectivités, il y a aussi des médias, il y a voilà, tout ce qui va recouper les compétences de ce domaine. Et c'est un réseau qui existe depuis très longtemps. Et c'est intéressant en termes d'échange de pratiques, de connaissances, de compétences, et notamment, on le voit régulièrement, ce domaine-là, il est bouleversé par l'apparition des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, et actuellement, on a aussi tout ce qui va concerner les fake news, donc il y a quand même des enjeux, et bon, pour cette somme, on va dire relativement modique, ça permet déjà d'être recensé dans l'annuaire, d'être repéré par les autres professionnels, et puis éventuellement de participer à des instances ou des colloques ou ce genre de choses. Voilà, donc bon, pour cette somme symbolique, ça peut apporter un service, même si effectivement c'est une délibération modeste, comme toutes les adhésions que l'on fait pour la commune avec une petite somme. Alors, en deux mots de mon côté, si on regarde par exemple les professionnels de Bordeaux Métropole, comme ils sont nombreux, parce qu'il y a plein de métiers différents et que de toute façon ils sont nombreux, ils peuvent s'organiser en réseau métier. D'accord? Bon, chez nous, on ne peut pas le faire. On n'est pas du tout à la même taille de collectivité. La demande d'adhésion à cette association, c'est pour que les agents de la commune, j'insiste sur ce terme, c'est pour que les agents de la commune, en tant que professionnels de la communication, donc ce service-là, concrètement parlant, puissent effectivement rencontrer d'autres professionnels de la communication et faire des échanges de pratiques. Et c'est pour ça que j'assimile cela à l'idée d'un réseau métier que l'on peut retrouver. Je suis de Bordeaux Métropole parce que c'est une collectivité que je connais, mais je suis prête à parier qu'au département et à la région c'est quelque chose d'équivalent. En gros, cela leur permet de se sentir moins isolés dans un métier qui est comme tout métier, mais celui-là aussi est en éternel renouvellement, avancement, progrès, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, avec des termes de profane, les explications que je peux vous fournir. Mais entre profanes, on se comprend. Dans ce cas-là, par contre, à la métropole, puisqu'on est dans l'ère de la mutualisation, il y a certainement possibilité pour les agents des services de communication de Blanquefort de profiter de ces services de la métropole dont vous parlez. Maintenant, c'est 125 €, donc je ne vais pas... Mais franchement, 125 € plus 125 €, voilà. J'avais envie de savoir concrètement à quoi ça servait pour Blanquefort. Je vous remercie.
Voilà. Mais il se trouve que comme alors juste là-dessus, Bordeaux Métropole en fait aussi partie. Ils ont beaucoup plus, enfin, c'est normal, c'est pas les mêmes. Ils ont beaucoup plus de professionnels à la communication. En fait, le réseau métier dans la com pour Bordeaux Métropole s'organise aussi autour de ça. Voilà. Donc on est là-dessus. Voilà pour les explications d'une profane. ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Oui, pardon, j'allais me tromper. Alors, nous avons déjà parlé ici du PNR, du parc naturel régional du Médoc. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines de cela, effectivement, le décret a été signé. Vous savez que nous sommes membres du Pays Médoc depuis la fondation du Pays Médoc, tout simplement, et que lorsque nous avons travaillé sur ce parc naturel régional, nous avons candidaté, effectivement, en tant que ville-porte, et on avait déjà travaillé, effectivement, en conseil municipal là-dessus. Alors, pourquoi y revenir, me direz-vous, puisque maintenant que le décret a été passé, il faut que le pays, aujourd'hui, adhère au PNR, c'est-à-dire qu'il y ait cette mutation presque technique de l'un jusqu'à l'autre, et comme on est membre du pays, on demande l'avis du conseil municipal, donc ça c'est le premier aspect de la délibération, et on avait déjà désigné des délégués au pays, mais comme il ne va plus s'appeler pays, puisque c'est plus le cas, mais qui va s'appeler PNR, on va demander de désigner de nouveaux délégués au PNR, et comme les délégués étaient M. Deluche en titulaire et M. Laborde en suppléant, nous vous proposons de les renouveler du pays au PNR. Voici en résumé. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention particulières? Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Deluche, la signature de la charte des espaces naturels sensibles de Gironde. Sur la base d'un état des lieux des richesses naturelles et paysagères de la Gironde et des enjeux territoriaux, le département a défini des orientations stratégiques de sa politique et établi un schéma départemental des espaces naturels sensibles. Il formalise ses objectifs pour 10 ans avec un programme d'action et qui sera le cadre de référence pour les projets aidés par le département. Le département s'est doté d'une charte des espaces naturels sensibles en Gironde. Il détermine pour tout porteur de projet les exigences du département et apporte visibilité et transparence. L'adhésion de la charte est volontaire pour toutes les actions qui est relevées d'utilisation. Alors, juste pour vous dire, elle conditionne dans une large part l'accès aux aides départementales au titre. Et la ville de Blanquefort est concernée par le domaine de Talaïs, où on a classé en zone sensible toute la partie nord, et comme on reconduit le plan de gestion pour une dizaine d'années, et qu'on va solliciter le département pour nous aider dans les actions qui seront menées dans le cadre de ce plan de gestion, nous demandons de signer cette charte. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, pas particulièrement. La charte est importante. Elle remet en place des choses que l'on faisait déjà, mais en fait, ça permet une sorte de pas contractualisation, mais contractualisation des idées, effectivement, sur ces espaces-là. Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Monsieur Deluche, vous allez nous parler de composteurs. Oui, alors c'est une délibération rituelle, tous les ans pratiquement. Nous allons faire une distribution de composteurs lors de la fête des possibles qui va avoir lieu le 29 septembre. Et c'est la convention que l'on doit signer avec la métropole pour que la distribution de ces composteurs puisse se faire. Merci. Des demandes d'intervention? Monsieur Sibrac, je vous en prie. Voilà, nous sommes juste interrogés sur il y a un sens écologique, évidemment, dans cette démarche. Et il semblerait que les composteurs soient soit en plastique, soit en bois. Alors moi, je ne suis pas un grand connaisseur, mais ça me semble étonnant qu'on propose du plastique. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont des réponses et qui me expliqueront que le plastique en question n'est pas... Voilà. C'était juste l'interrogation qu'on s'est posée en commission réunie. Et dites-moi que quelqu'un y a répondu en commission réunie. Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, alors déjà que j'étais profane sur la PACOM, alors là, si vous me mettez sur le plastique des composteurs, on va pas y arriver. On va pas y arriver.
qui c'est qui viendrait à notre secours collectif? Monsieur Faregno, allez, c'est gentil. En tant qu'ancien du ministère du Développement durable, je ne vais pas m'empêcher de répondre à cette question. La première génération, elle a été en bois. À la communauté urbaine, elle a été d'abord et avant tout en plastique, et puis ensuite plastique et bois. Mais au départ, les premiers composteurs qui ont été mis à disposition dans les collectivités qui s'intéressaient au problème ont été effectivement en bois. Il n'y a rien qui interdit effectivement le plastique. Ça présente un avantage un peu différent, c'est que ça accélère la fabrication du compost parce que la technique de chaleur est plus importante. Le deuxième aspect, c'est qu'il se nettoie. Et il se nettoie entre deux productions, il peut se nettoyer et on peut faire des productions de types différentes avec plus ou moins de branchage, plus ou moins de tonte. Donc voilà, ça a ce petit côté pratique. C'est un petit inconvénient par rapport au bois, c'est moins sympa, c'est moins joli, c'est peut-être effectivement un peu moins facile à gérer parce que ça se casse, ça se fend au bout d'un certain temps. C'est peut-être un tout petit peu moins facile à reconvertir par la suite, que ça finit généralement en étant brûlé. Donc, ce qui est pas top. Mais en tout cas, sur la technique qui est utilisée, cette technique-là, elle est quand même un peu différente et intéressante. Voilà. Est-ce que tout le monde est plus éclairé? Ah, monsieur Laborde. Juste un petit mot en tant qu'ancien scientifique. Si on veut que le bois dure, il faut qu'il soit traité. Or, le traitement du bois est sans doute pire que le plastique. Oui, pour le compost à l'intérieur, oui, je comprends. Oui. Comment? Ben, si on veut qu'il dure. Oui, ça fait partie des... Oui, mais il a beaucoup d'heures de vol et il va s'envoler. Bref, tout ça pour dire que tous les ans, effectivement, dans cette politique de Bordeaux Métropole, il y a cette distribution de composteurs, que les Blanquefortais y répondent, mais vraiment sans aucun problème. On n'a aucun mal, effectivement, à distribuer les composteurs. Et que la métropole s'est engagée dans un défi territoire zéro déchet, qu'on est censé y participer, qu'on ne va pas gagner ça tout de suite, mais c'est toujours un bel objectif à atteindre. Mais on ne va pas gagner tout de suite. D'autres demandes d'intervention? Je peux mettre cette délibération en voix, non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Merci à vous. Délibération suivante. Ah oui, ça c'est une délibération qui revient régulièrement. Vous savez que nous avons ce que nous appelons la maison des services publics à Cachac, donc qui permet en fait à avoir une convention avec la Poste, puisque l'objet de la délibération, c'est la convention avec la Poste, où nous avons en fait un agent municipal, concrètement, qui, à Cachac, chaque semaine, fait des opérations de service public. Alors, certains qui traitent de la mairie, comme par exemple certains éléments autour de l'état civil, mais d'autres qui tournent autour de la fonction de la Poste. Et donc, nous avons une convention avec la Poste à ce sujet. L'idée était de pouvoir mettre davantage à proximité géographique sur notre autre centralité, à Cachac, un service public qui n'existait que sur la partie sud de la ville, c'est-à-dire que sur la partie bourg. Alors, ça, c'est typiquement le type de service public qui est pas rentable du tout quand on regarde effectivement la fréquentation. Donc c'est vrai que c'est un véritable choix là-dessus. Donc la convention, on vous propose, il n'y a rien d'extraordinaire dedans, on vous propose de la renouveler pour une durée de 2 ans. Et si je peux me permettre d'exprimer un regret, c'est rare quand on présente une délibération d'exprimer un regret, mais de temps en temps il faut y aller. On avait demandé à plusieurs reprises, notamment lors de la dernière convention avec monsieur Laborde, que puisqu'on avait une maison des services publics avec des outils de la Poste nous installe également un distributeur automatique de billets à Cachac, et nous avons eu un refus. Poli mais net quand même, hein. On reste effectivement dans le refus, puisque là il y a
Ils font des calculs compliqués par rapport à la densité de population, et comme il y a de plus en plus maintenant de choses qui se paient par la carte sans contact, il y a la Poste, mais autre chose, c'est pas pour stigmatiser la Poste, mais comme on a une convention à la Poste, je trouvais que c'était pas complètement idiot de mettre un distributeur là-bas. Ça n'a pas été possible, c'est dommage, ça n'a rien à voir avec les délibérations, mais de temps en temps, moi aussi, je peux exprimer des regrets. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer à ce sujet? Pas particulièrement. Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Blanc pour la convention avec l'agence d'urbanisme et la ville de Blanquefort. Oui, merci. Bonjour à tous. Comme vous le savez, on a signé une convention en 2016 avec l'agence d'urbanisme pour une période de 2016 à 2020. Donc cette délibération va vous proposer d'octroyer une subvention de 20 000 € pour 2019 à l'agence de l'urbanisme, et dans le but de réaliser une étude urbaine, paysagère et agricole sur les espaces qui bordent l'ensemble de nos gravières, puisque nos gravières, dans un futur plus ou moins proche, vont cesser leur activité. Donc l'agence d'urbanisme va nous faire un petit travail pour l'évolution possible dessous ces espaces. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas particulièrement. Je vais donc mettre cette délibération aux voix, sachant que, personnellement, je lève la main toute seule, je ne prends pas part au vote, étant présidente de l'agence d'urbanisme. Donc ne prends pas part au vote moi-même. Abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Blanc, sur la rue de la Rivière, bien immobilier. Oui, par courrier du 14 mai 2019, l'ADAPI de la Gironde nous a fait part de sa renonciation à l'acquisition d'un bien immobilier situé au 26 rue de la Rivière. On avait pris une délibération le 25 septembre 2017, validant l'achat de cette maison par l'ADAPI. Et pour des raisons financières, il ne souhaite plus se porter acquéreur de cette maison. Donc il vous est demandé d'abroger la délibération du mois de septembre 2017. Merci. Des demandes d'intervention? Pas particulièrement. Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation, abstention, vote contre, vote pour. Je vous remercie, Monsieur Blanc. La cession de la parcelle communale boulevard Victor Hugo. Oui, il s'agit de la parcelle qui supportait les 4 logements des anciens instituteurs à Saturne. Vilogia a souhaité se porter acquéreur de cette parcelle dans le but d'y construire une vingtaine de logements locatifs conventionnés. L'évaluation des domaines étant de 408 000 €, il vous est donc proposé de décider la vente de cette parcelle et d'autoriser Madame le maire à signer tous les actes à venir pour une somme de 408 000 €. Merci. Des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux mettre cette délibération aux voix. Non-participation, abstention. C'est bien noté. Vote contre, vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Blanc. C'est une même délibération que l'on a déjà passée, mais sauf que c'est pas au même nom. Eh bien voilà, Madame le maire a tout dit. Lors du conseil du 11 février, la ville avait acté la vente des parcelles BR 231 et 233 qui se situent en mitoyenneté avec la maison de retraite Les Vergers du Coteau à la fondation Bocquet. Or, le signataire des actes pour la fondation Bocquet est le fonds de dotation valeur de vie. Donc il est nécessaire de reprendre une délibération pour abroger celle du 11 février 2019 et d'autoriser Madame le maire à signer tous les actes nécessaires à la vente de cette parcelle au profit du fonds de dotation valeur de vie. Domicilié 111 avenue du Truc à Mérignac. Pour exactement la même chose et le même projet, ça ne bouge pas bien sûr. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Madame Guyonneau? Vas-y.
Elle veut parler. Bonsoir. Non, simplement pour vous expliquer qu'il s'agit toujours de l'ASSA, qui est devenue donc Fondation Bocquet. La Fondation Bocquet s'occupe donc de la gestion du personnel et des EHPAD, et l'institution, enfin la Fondation Valeurs de Vie s'occupe de la gestion de l'immobilier. C'est deux entités différentes, mais il s'agit originellement de l'ASSA qui donc gère l'EHPAD du Verger du Coteau depuis de très nombreuses années, avec, je crois, quand même pas mal d'humanité, compte tenu des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est un EHPAD qui est quand même relativement recherché, mais qui, avec ses 40 lits, est loin d'atteindre le niveau d'équilibre pour pouvoir continuer à fonctionner, d'où l'idée de fusionner 2 EHPAD, celui de Mérignac et celui de Blanquefort, pour obtenir un EHPAD de taille raisonnable, de 80 lits, et de créer des départements qui n'existent pas actuellement dans notre vieille maison de retraite, qui est bien sympathique, mais qui est malheureusement ouverte à tout vent, donc on a quand même quelquefois des pensionnaires qui s'échappent ou des choses un petit peu compliquées. Voilà. Merci. Le Verger des Coteaux, notre future maison, a beaucoup parmi nous, enfin dans longtemps, normalement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation? Abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Monsieur Laborde, le remboursement de la cotisation à l'ordre des architectes, je vous prie. Oui, pour des opérations de construction ou de reconstruction ou de réhabilitation de bâtiments communaux, il est nécessaire de faire appel à des architectes. Alors parfois à des cabinets privés, parfois à des cabinets qui ne sont pas privés, c'est-à-dire à des personnels de la commune. Or, il se trouve que parmi le personnel communal, il y a une chargée d'opération qui est architecte, mais pour qu'elle puisse jouer tout son rôle, il faut qu'elle soit adhérente à l'ordre des architectes. Donc dans cette délibération, nous vous proposons de lui rembourser les 280 € correspondant à sa cotisation. Merci. Des demandes d'intervention? Je peux la considérer comme étant adoptée, cette délibération, à l'unanimité? Merci à vous. Les frais d'hébergement pris en charge, monsieur Laborde? Bon, il s'agit de mettre en conformité avec la réglementation générale les remboursements pour frais d'hébergement des personnels qui sont en déplacement, soit à Paris. Alors, il y a 3 tarifs, Paris, les grandes communes et le Grand Paris, et puis les autres communes. Donc, c'est simplement une mise en conformité. Voilà, des tarifs qui sont parfois difficiles à trouver pour les agents, parce que 110 € à Paris pour une chambre d'hôtel, on ne claque pas des doigts comme ça pour trouver la chambre. Et parfois, il faut chercher un petit peu. Enfin, c'est pas du luxe. C'est ça que je voulais dire. Des demandes d'intervention? Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Et donc maintenant, la délibération que vous attendez toutes et tous, la modification du tableau des effectifs, monsieur Laborde. Voilà, donc nous proposons de créer au tableau des effectifs un poste de puéricultrice hors classe à temps complet et un poste d'éducateur des activités physiques et sportives également à temps complet. Ce sera votre dernier vote de ce soir. Des questions, des remarques? Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Messieurs, dames, je voudrais vous remercier. L'ordre du jour de ce conseil est dorénavant épuisé. Restez au frais dans les jours à venir et allez donc au cinéma, il est climatisé.